Coup d'envoi ce matin à Kia de l'édition 2016 des luttes Evala. C'est la phase des préliminaires qui a ainsi commencé dans ce canton avec le village de Lao en présence du chef de l'État, Fort Esozina Nyasinde. Et vous suivrez également dans ce journal la campagne de vulgarisation des modalités d'application de la loi sur la chefferie traditionnelle au Togo. Le ministère de l'administration territoriale est en tournée d'échange avec les premiers concernés pour que les textes soient bien compris par tous pour éviter les problèmes que connaît la chefferie traditionnelle dans le pays. Voilà pour les titres du 20h de ce samedi. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal que nous ouvrons avec les luttes Evala édition 2016. Ce sont des rites initiatiques des jeunes garçons kabyais, une étape cruciale de leur vie pour se faire une place parmi les adultes. Durant 8 jours, tous les cantons de la préfecture de la Kosa vont se livrer à cet exercice. Le ton a été donné dans le canton de Kia ce matin avec le village de Lao. Pour cette première confrontation, Laoba contre Laovo et au final, c'est Laoba qui a pris le dessus. Voyons cela avec Nestor Mzou. Les ambianceurs sont pour les luttes Evala ce qu'un ingrédient est pour la sauce. Ils ont repris service ce matin, ces ambianceurs à Pialao, où le ton des luttes traditionnelles en pays kabyais a été donné à l'école primaire publique de Kanyala. Le président de la République y est arrivé peu après 9h30. Et avancez. Merci comme ça, on vous accompagne. Merci comme ça, cette émission. Je sais pourquoi vous êtes chez vous. Au signal de l'arbitre, les premiers lutteurs de Laoho et de Laoba ont fait leur apparition dans l'arène. Les lutteurs en vert sont de Laoba, ceux en blanc sont du camp de Laoho. Les luttes Evala constituent un élément identitaire du peuple kabyais. Elles permettent aux jeunes de s'aguerrir pour pouvoir défendre leur communauté. Ce sont des rites qui les font passer de la classe des adolescents à l'échelle adulte. En luttant, les jeunes vont ainsi à l'école de l'endurance, du courage et de la maturité. Bref, à l'école de la vie. Aux yeux du ministre en charge de la culture, les luttes Evala vont au-delà des frontières de notre pays. Et la lutte Evala dépasse désormais nos frontières. Les frontières de la Kosa et la frontière du Togo, puisque nous avons des frères et sœurs d'autres pays africains qui sont parmi les spectateurs. Je pense que c'est devenu
désormais un rendez-vous incontournable de la culture togolaise. Et j'espère que ces luttes feront parler pendant une semaine du Togo à travers le monde avec l'image qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire un peuple combatif qui ne se résigne pas et qui veut toujours avancer. Donc ce lancement d'aujourd'hui augure, avec ce que nous avons pu voir, de beaux spectacles tout au long de la semaine. À la fin des empoignades entre Laoho et Laoba, ce sont les lutteurs de Laoba qui remportent la victoire. Ils gagnent Laoho par 11 points contre 7. Leurs cadets, les Ahosa ou non-initiés, se sont aussi mesurés. Ils se préparent pour devenir dans 1 an ou 2 des Evala. Du côté de ces non-initiés, les Blancs ont pris la revanche. Laoho a largement dominé Laoba. Le score est de 22 points contre 10. Le président de la République a quitté le terrain de Kanyala sous les ovations du public. En quittant Lao, le président de la République s'est rendu à Sarakawa et à Yaka, où les lutteurs de ces cantons se sont affrontés pour le compte aussi des préliminaires. Les finales à Pia, à Sarakawa et à Yaka, ce sera le 14 juillet prochain. Voilà, il y a eu également les préliminaires à Sarakawa et à Yaka ce jour dont vous venez également de suivre les images. Et demain, ce sont les demi-finales dans le canton de Chichao. Après le décret d'application pris en date du 11 mars 2016 relatif à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels, une campagne de vulgarisation des modalités d'application de cette loi a eu lieu à Kara. C'est pour échanger avec les premiers concernés à ce propos qui serviront ensuite de relais auprès des populations pour que les textes soient bien compris par tous, afin d'éviter les problèmes que connaît aujourd'hui la chefferie traditionnelle. Nestor Mouzou. La loi relative à la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo a été adoptée le 8 janvier 2007. Pour que cette loi soit effective, il fallait un décret d'application. Ce décret a été pris le 11 mars dernier par le président de la République. Le département de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a entrepris alors une campagne de vulgarisation des modalités d'application de cette loi. À l'étape de Kara, le ministre Payadouab Kwesi et son équipe ont rencontré les préfets, les chefs traditionnels et d'autres autorités des régions Savane, Kara et Centrale. Le décret qui est venu fixer les modalités d'application donne plus de détails. Parce que la loi, c'est un texte cadre qui définit donc les contours. Mais les précisions, les détails viennent de son décret d'application. Il était bon qu'on vienne échanger avec les premiers concernés pour que chacun sache ce qu'il a à faire à son niveau, pour que ce texte-là particulièrement, donc le décret soit compris et qu'à l'application on puisse éviter les problèmes que connaît la chefferie traditionnelle au Togo. La loi a créé un conseil national de la chefferie traditionnelle, des conseils des chefs traditionnels par région et par préfecture et des conseils coutumiers au niveau des quartiers, villages et cantons où la désignation se fait par voie de succession héréditaire. Ça permet à ce que chaque conseil soit saisi
bien sûr à la demande du ministre chargé de l'administration territoriale, des problèmes de chefferie traditionnelle, propose des approches de solutions qui seront soumises au ministre pour que la décision définitive soit prise. Les conseils coutumiers, leur rôle, c'est de faire en sorte que les candidats à la chefferie traditionnelle soient désignés et donc soient bien désignés. Aujourd'hui, les gens ont tendance à moderniser la chefferie traditionnelle. Donc quand on dit qu'un chef est décédé quelque part, tout le monde veut être candidat. Alors qu'en réalité, selon les us et coutumes, la chefferie est détenue par certaines familles ou certaines couches ethniques. Et ce n'est pas tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas ce respect. Et donc, les conseils coutumiers auront pour rôle, au décès d'un chef, lorsqu'il s'agit de lui succéder, de désigner le meilleur candidat. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a souhaité que les différents acteurs s'approprient le décret portant modalité d'application de la loi sur la chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo pour faciliter la tâche au gouvernement. Une rencontre similaire a été tenue à Lomé le 23 mai dernier par les acteurs des régions maritimes et plateaux. Le gouvernement togolais veut éradiquer définitivement le phénomène de grand banditisme dans le pays, surtout avec les récents événements atroces qui se sont produits dans la région des Savanes. Des actions sont en train d'être menées pour renforcer la sécurité et protéger les populations. Raison pour laquelle les forces de sécurité et préfets de cette région ont tenu une réunion pour élaborer des stratégies plus efficaces. Désiré à l'œil. La région des Savanes a connu durant l'année 2015 des actes de braquage, de vol à main armée et des assassinats. 35 cas de grand banditisme au total. Courant premier semestre 2016, 16 sont déjà enregistrés, dont le plus spectaculaire intervenu le 11 juin dernier dans le grand marché de Dapaon. Une situation qui interpelle tous. La coproduction de la sécurité est aujourd'hui plus que nécessaire. Les forces de sécurité et les préfets de la région des Savanes échangent pour planifier et renforcer davantage des stratégies dans l'objectif de mieux protéger les populations et les biens. Et nous avons voulu, par la présente rencontre, parler avec les forces de l'ordre et de sécurité pour voir quelles causeries nous pouvons avoir pour leur permettre de mener à bien leur rôle de défenseur des populations. Une synergie d'action qui doit porter des fruits s'impose donc pour répondre aux attentes des populations. La population aussi, elle est concernée par sa propre sécurité. Donc il y a eu aussi une série de rencontres organisées à l'endroit de la population qui ont permis de recueillir leurs attentes profondes en matière de besoins de sécurité. Et donc c'est par rapport à ça que nous sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir par rapport à la meilleure manière de pouvoir apporter les réponses qu'il faut à ces attentes qui sont tout à fait légitimes de la part de nos populations. Le problème de sécurité est une affaire de tous. Il faut avancer ensemble dans sa quête au quotidien. La rencontre de Dapaon entend dégager donc des pistes et travailler au renforcement de la sécurité dans toute la région des Savanes. Les forces de sécurité jouent leur rôle, aux civils de coopérer et ensemble écarter le banditisme des populations. L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques a élaboré les comptes nationaux définitifs de 2012. Ces comptes publiés cette semaine indiquent un taux de croissance de 6,5% du produit intérieur brut. Quelle analyse peut-on alors faire de ces résultats et quels ont été les secteurs bien sûr porteurs? Éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Charlotte Ossime. Les nationaux définitifs de l'année 2012 sont désormais disponibles. Ils indiquent une légère augmentation par rapport au taux de croissance économique du PIB de 2011. Il était de 6,4% en 2011 et les comptes 2012 donnent un taux de croissance de 6,5%. Donc 1,1 point de plus par rapport au compte de 2011. Les comptes nationaux donnent en réalité la richesse du pays. Nous analysons pour voir quelle est la richesse du pays en 2012. Cette croissance est due au secteur tertiaire qui demeure le premier secteur de contribution à la création de richesses du pays. Fruit des nombreuses réformes engagées dans les échanges commerciaux, rendant ainsi plus fluides les transactions. Le secteur tertiaire, c'est le commerce, c'est le télécom
Et c'est ces secteurs-là qui ont tiré beaucoup plus la contribution du secteur tertiaire, donc dans la contribution à la réalisation du PIB. Ce secteur, quand nous regardons, il contribue à 46,6%, disons 47%. Et le secteur, disons, des télécoms contribue à plus de la moitié du poids de ce secteur-là, suivi du commerce. Les activités informelles ont aussi un poids considérable dans le PIB, 59,1%. Bien que le secteur primaire n'ait produit que 24% de la richesse créée en 2012 au Togo, il a absorbé 42% des emplois. 13 cantons de la région des Plateaux ont bénéficié de 118 millions de francs CFA de la part de l'ONG Plan International Togo pour la mise en œuvre des projets issus d'actions prioritaires de leurs différents plans d'action cantonaux. Après un an d'activité, les différents acteurs se sont retrouvés à Tapamé pour le bilan et la planification des activités de l'année fiscale 2017. Edem Sosuko. Les communautés partenaires du Plan International Togo dans la région des Plateaux en atelier de la revue après un an de mise en œuvre des projets. Dans le cadre de son approche gestion communautaire des projets, Plan International Togo met des budgets à la disposition des cantons pour la mise en œuvre de leur plan d'action. Les communautés pilotent elles-mêmes leurs projets et participent ici à leur propre évaluation des performances. Il faut rappeler que nous sommes à la première année de notre plan stratégique pays 2016-2020. Donc les résultats de la rencontre d'aujourd'hui permettra à Plan International Togo et à tous ses collaborateurs d'améliorer les actions qu'ils vont mener, les stratégies qu'ils vont utiliser les années prochaines pour s'assurer qu'à la fin de ce plan stratégique pays, nous allons tendre vers la réalisation des objectifs communs que nous nous sommes donnés. Afin de pouvoir donner une émulsion entre les cantons, nous avons mis en place une politique et un processus d'évaluation des performances. Ceci aussi nous renforce, nous édifie à être capables de gérer, de s'auto-gérer, surtout nos cantons où Plan intervient déjà, nous forme pour la décentralisation. Et du moment où la décentralisation sera mise en application dans les cantons et dans les collectivités, vraiment, nous allons émerveiller le gouvernement parce que déjà on met sur les rails. À cet atelier de la revue annuelle et de la politique opérationnelle, 13 cantons partenaires, les représentants des services étatiques de la région des Plateaux et l'ONG Plan International ont ensemble revu les progrès réalisés, tiré des leçons pour améliorer les pratiques de l'année fiscale 2017. Le projet Éduquer autrement phase 2 est lancé. C'est un programme mis en œuvre par l'ONG Bonfonden et la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, appuyé par le gouvernement. Il consiste à renforcer les actions contre les violences éducatives dans les établissements scolaires. Les détails avec Gérard Lagoutou. Les châtiments corporels, les brimades et bien d'autres formes de violence ne feront plus partie du système éducatif au Togo. Pour éradiquer le phénomène à la source, la Coalition nationale pour l'éducation pour tous au Togo et l'ONG Bonfonden optent pour l'unité d'enseignement obligatoire sur les méthodes d'éducation sans violence. Ces méthodes sont contenues dans un projet élaboré en collaboration avec les instituts et écoles de formation des enseignants du secondaire, notamment l'École normale supérieure de Tapamé, l'Institut national de la jeunesse et des sports et l'Institut national des sciences de l'éducation. Il prend en compte le niveau secondaire. Nous proposons donc une discipline positive basée sur 3 principes. D'abord, les sanctions qu'on doit appliquer aux enfants respectent le niveau psychologique de développement de l'enfant. Ensuite, que la sanction respecte la dignité de l'enfant et que la sanction soit en lien avec la faute commise. Donc nous ne parlons plus de punition qui est plutôt négative, mais nous parlons de sanctions dans le but de corriger, d'amener l'enfant à se corriger, à améliorer donc son comportement et son travail. Nous pensons quand même qu'après ce processus, on pourra l'étendre à tous les établissements d'enseignement au Togo. Et c'est pourquoi à l'atelier, on a invité certains directeurs d'écoles normales, d'instituteurs qui sont là également et qui vont s'imprégner déjà de ces questions de violence et de méthodes alternatives. Le projet Éduquer autrement phase 2, donc l'aspect d'élargir le projet
et de donc faire des modules de formation aux enseignants dans les écoles nationales et ensuite aussi comment mieux collaborer avec les parents en association, les associations des parents d'élèves. Le présent projet d'éducation sans violence sera validé à l'issue des 2 jours de rencontre à Lomé. Il entre en vigueur dès la prochaine rentrée scolaire 2016-2017 au Togo. Qui faut-il réellement croire car les alertes dans les matières ont déjà fait l'objet de débats. Comité d'experts scientifiques affirme que les tablettes, les téléphones portables et même les babyphones auraient un impact sur les plus jeunes. Regardez. Elles sont partout sans que nous puissions les voir. Les ondes électromagnétiques, Wi-Fi ou 4G sur les tablettes ou les téléphones. Les enfants y sont constamment exposés, jusque sur la route des vacances. Les enfants trouvent le temps long, on a 700 km à faire et c'est vrai que le portable de temps en temps, bon, ça coupe un peu. J'envoie des messages par SMS et sur WhatsApp. J'y suis tout le temps pour rester en contact avec mes amis. Mais certains parents se méfient des risques potentiels. Certaines études montrent qu'apparemment ce ne serait pas très bon. Ça nous inquiète, oui. C'est justement dans un nouveau rapport que les autorités sanitaires mettent en garde contre ces fréquences. Elles pourraient causer des problèmes sur le cerveau des enfants. En tout cas, elles ont un impact. Lorsque on invite des enfants, par exemple, à effectuer certains tests et que dans le même temps, on les expose ou non à une source de champs électromagnétiques, leurs performances, finalement, à ces tests peuvent être légèrement affectées. Difficultés de concentration, d'apprentissage et de mémorisation. Voici pourquoi ces ondes seraient nocives. Contrairement à celui d'un adulte, le corps de l'enfant est moins étanche aux ondes. Son crâne et sa peau sont plus fins et donc son cerveau est plus fragile. Après les conclusions de ce rapport, cette association demande maintenant à l'État des règles plus strictes et une campagne d'information. À partir du moment où les autorités sont, je dirais, informées, où on leur signale un risque, c'est de leur responsabilité ensuite de définir la politique par rapport à ce risque. Pour réduire les risques, des solutions existent. Les autorités sanitaires recommandent d'utiliser ces appareils hors connexion. Et c'est possible sans priver les enfants de leur film préféré. Il suffit de télécharger la vidéo pour la visionner ensuite en mode avion. Pour renforcer la résilience des personnes en situation de handicap, des tricycles leur ont été offerts. Un geste du ministère de l'Action sociale pour leur faciliter le déplacement en cas de catastrophe. Lucas Félix Simbacha. Des tricycles de fauteuils roulants destinés aux personnes en situation de handicap de la région maritime. Ces engins permettront aux bénéficiaires de renforcer leur résilience en cas de catastrophe. Un don du ministère en charge de l'action sociale rendu possible grâce à l'appui du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres PGICT. Je voudrais une fois encore dire merci au gouvernement de la République togolaise par le biais du ministère de l'action sociale. Je voudrais aussi dire que si nous pensons dans le sens positif des handicapés, nous devons aussi penser à leur recrutement dans la fonction publique, ce que le gouvernement a déjà commencé. Au regard des calamités qui affectent et endeuillent les familles de par le monde, la préparation aux catastrophes est une nécessité intégrée dans les plans d'action du gouvernement. Lors des inondations, le déplacement devient difficile, même pour les personnes valides. Et encore pour les personnes handicapées, ça devient plus crucial de se déplacer. Donc le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention relative aux personnes handicapées, a donc initié ce projet d'inclusion sociale et a adressé la requête au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières pour le financement de cette activité. Cette remise de 60 tricycles et 60 fauteuils roulants s'inscrit dans les multiples actions entreprises par le gouvernement en prélude à la célébration de la Journée internationale de la prévention des catastrophes le 13 octobre prochain. J'ai communiqué pour poursuivre ce journal un concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale. Promotion 2016-2019 est ouvert pour le cycle
1 et le cycle 2 le 7 juillet 2016 dans les centres de Lomé, Atapamé, Sokodé, Kara et Dapaon aux candidats des deux sexes de nationalité togolaise âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours. Les épreuves écrites se dérouleront le 1er septembre 2016. Les candidats devront être titulaires du BPC ou de tout autre diplôme reconnu équivalent pour le cycle 1 et du baccalauréat deuxième partie série ADG ou de tout autre diplôme reconnu équivalent pour le cycle 2. Peuvent également concourir pour le cycle 2 et sur autorisation du ministre de tutelle ou du responsable de service, les agents titularisés posséderont le diplôme d'agent de promotion sociale âgés de 40 ans au plus à la date du concours et ayant une expérience professionnelle de 5 ans révolue, attestée bien sûr par l'autorité compétente. Les épreuves écrites et les conditions sont à consulter dans le quotidien national Togo aux Presse. Sport, football et les Bleus seront demain en finale de l'Euro, une compétition que la France a pu organiser, notamment grâce à un homme, Michel Platini, patron à l'époque de l'UEFA, mais suspendu de toute activité durant 4 ans par le tribunal arbitral du sport. Demain, son nom flottera sur la tribune présidentielle. Il aurait dû remettre le trophée à l'équipe victorieuse, mais il ne sera pas à présent dans le stade. Il a déjà d'ailleurs refusé toute invitation personnelle. C'était le 12 juillet 1998 et Michel Platini était là, au premier rang du Stade de France, parmi les plus heureux pour fêter la victoire historique des Bleus en Coupe du Monde. Demain, si les Français remportent l'Euro à domicile, ce sera sans lui. Suspendu 4 ans pour des soupçons de corruption, l'ancien président de l'UEFA est interdit de tribune officielle. Une humiliation que lui, le grand architecte de cet Euro français, n'imaginait certainement pas il y a un an, lorsqu'il remettait fièrement la première place symbolique au président Hollande. Vous êtes premier c'est le match 1, c'est l'ouverture. Seule option laissée par l'UEFA, venir à titre privé en spectateur anonyme. Pour ceux qui le connaissent, c'est une injustice. C'est inadmissible et scandaleux que Michel Platini ne soit pas là demain. Mais il peut être là demain, attention, hein. Mais dans une loge, au 14e rang de la tribune officielle, à côté des toilettes, non, Michel Platini, il est là devant. C'est la moindre des choses. Je n'ai pas encore compris comment on peut se passer d'un garçon comme Michel Platini, qui a apporté tant au football, tant à la fédération. Tombé de son piédestal, abonné désormais à la rubrique judiciaire, Michel Platini n'a pas assisté à un seul match. L'ancien numéro 10, privé de son bébé, privé peut-être d'un passage de flambeau. Le dernier à avoir soulevé le trophée en France, c'était lui, le 28 juin 1984. Demain, quoi qu'il arrive, Michel Platini n'embrassera pas Didier Deschamps. Il prépare sa défense devant les tribunaux suisses. Littérature au Togo avec la sortie d'un nouveau livre, Condamné sans souci, une première œuvre de Cal Avono, publiée aux éditions Aoudi. Un roman de 158 pages dédicacé à Lomé, Robert Potobé, Ramdan Bassina. Les hommes dont dispose un être impuissant face à la justice des vainqueurs pour sortir enfin victorieux méritent d'être bien examinés pour attirer l'attention des lecteurs sur les injustices sociales. C'est ce que relève le roman Condamné avec souci, un ouvrage de Col Avono, enseignant à l'université de Lomé. L'auteur relate des travers d'une relation amoureuse à sens unique entre Bill et Bertil et propose une relation consensuelle. Condamné avec souci, c'est l'histoire d'un jeune homme d'environ 24 ans qui a été accusé de quelque chose qu'il n'a jamais fait. Donc on s'attendait à ce qu'il se défende devant la justice. Mais paradoxalement, lorsqu'il est allé à la justice, il a aggravé son cas. C'est-à-dire qu'on l'a accusé de tentative de viol et lui il a dit que c'est vraiment du viol. Donc il a aggravé son cas pour pouvoir être emprisonné
Et c'est après que ceux qui l'ont condamné ont compris qu'ils se sont piégés eux. Il s'agit d'une œuvre littéraire de 158 pages, publiée par les éditions Aoudi. Nous voulons que la littérature soit un maillon de la culture assez diffusé au même titre que la musique ou bien les autres arts. Et en ce sens, nous voudrons multiplier les activités littéraires du genre dédicaces, cafés littéraires, tout ce qui peut faire connaître nos auteurs et pourquoi pas les exporter. Parce que c'est la culture qui donne quand même une bonne image du pays à l'extérieur. Cole Avono enseigne la littérature américaine à l'université de Lomé. Ses recherches portent essentiellement sur littérature et race. Condamné avec souci est son premier ouvrage. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent dans la préfecture de la Kosa et partout ailleurs sur la télévision togolaise. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.